Bonjour Camille Plancheneau, Bonjour. vous êtes syndicaliste Sud Travail au ministère du Travail et vous exercez depuis 11 ans. Alors pour information, on rappelle l'inspection du travail a pour objectif d'assurer la bonne application du droit du travail par les entreprises. Alors vous personnellement, comment exercez-vous votre travail durant cette crise sanitaire et quelles sont vos difficultés? Alors, la difficulté, effectivement, ça va être l'accès aux entreprises, puisque par définition, on limite évidemment l'accès. Alors, nos missions ne sont pas bloquées totalement, mais clairement, on a pour consigne, en tout cas, de ne se déplacer que pour les situations d'urgence, qui vont être celles liées habituelles, donc celles liées aux accidents du travail graves ou mortels, et toute situation éventuellement de harcèlement ou de ce genre de choses. Mais là se rajoute aussi la problématique des droits d'alerte liés au Covid-19 et donc aux situations de danger grave et imminent liées à cette situation. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Ça limite le champ, mais on continue à continuer à le faire. Voilà. Vous personnellement, avez-vous recours au télétravail? Alors oui, oui, je suis chez moi, je suis en télétravail. Ça a pu être mis en place un peu difficilement parce que le ministère du Travail n'est pas équipé pour. On avait jusqu'à la semaine du 13 mars un système qui ne permettait que 2000 connexions simultanées. On est un ministère, on est 9000, donc c'était vraiment bloquant. Là, ça s'est progressivement mis en route. Mais l'idée, c'est d'avoir une majorité de gens qui sont en télétravail. Alors, malheureusement, la consigne, elle n'est pas forcément suivie partout. Et il y a encore la semaine dernière beaucoup de collègues qui étaient dans les locaux euh, parce que la consigne n'avait pas clairement été donnée de renvoyer chez eux un maximum de gens pour éviter les contacts. Il faut de toute façon un roulement. Il faut qu'il y ait des gens quand même dans les unités départementales pour recevoir le courrier, les alertes, pour répondre et transférer les lignes téléphoniques pour le renseignement. Enfin voilà, un certain nombre de personnes qui doivent rester. Alors, à quelle obligation les entreprises qui n'ont pas recours au télétravail sont-elles tenues? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors, on va dire, ça va crescendo. C'est le texte qui fonde leur obligation, c'est l'obligation du respect des principes de prévention, donc qui est d'abord d'éviter le risque. Donc c'est pour ça qu'on a cette mesure de télétravail, c'est de dire toute activité qui permet l'éloignement et la distanciation sociale, on le fait. Donc tout ce qui est télétravaillable doit être fait. Donc ça, c'est le premier étage, on va dire. Le deuxième étage, ça va être pour les activités qui ne sont pas télétravaillables. Soit on ne les fait plus parce qu'elles ne sont pas urgentes, elles peuvent être reportées, donc on les annule. Soit si vraiment elles sont indispensables à l'activité, on s'organise pour gérer cette distanciation sociale. Et selon les activités, je vais prendre un exemple un peu concret. Quand vous faites du soin à domicile de personnes âgées, la toilette, ce genre de choses, par définition, vous ne pouvez pas les télétravailler, vous ne pouvez pas faire la distanciation sociale, donc vous êtes obligé de vous approcher. Et dans ce cas-là, on arrive sur les protections individuelles et collectives, et là en l'occurrence individuelles, c'est-à-dire porter des masques, des gants, éventuellement une tenue de travail qui permet de se protéger. Et si tout ça n'est pas possible, eh bien, on peut avoir du coup, en dernier ressort, vient le dispositif d'activité partielle, le chômage partiel, qui permet de stopper l'activité et d'avoir une prise en charge partielle des salaires, en tout cas donc 84% du SMIC net pardon, jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Bon. C'est ça la manière dont les entreprises doivent réfléchir. Alors, quels sont les risques encourus si certaines entreprises, notamment, n'appliquaient pas ces règles? Alors là, contrairement à ce que peut dire le ministre, ce qu'a pu indiquer le ministère, l'obligation de santé, l'obligation pour l'employeur d'assurer la santé des salariés est une obligation de moyens dite renforcée. C'est-à-dire que, pour le dire clairement, l'employeur n'a pas juste l'obligation de faire des efforts et tant pis si ça ne marche pas, il doit tout faire. Il doit tout faire pour assurer la sécurité de ses salariés. Et donc respecter toutes ces consignes-là. Si on prend l'exemple du Covid,
Évidemment, le Covid circule partout, donc on ne peut pas éviter ce risque-là. C'est la première étape, ça serait l'éviter, mais à part aller sur la Lune, il n'y a pas vraiment de possibilité. Donc c'est tout faire, donc c'est ce que je viens d'indiquer, ça consiste par télétravailler tout ce qui peut l'être, éviter les tâches, les tâches compliquées qui, pour la sécurité, les reporter ou faire autre chose à des salariés. Ça, pour une période temporaire, ça peut être fait. Faire la distanciation sociale, mettre en place les protections, et puis sinon arrêter l'activité. Voilà. Et ça l'employeur ne peut pas s'y soustraire. Et on n'a pas atténué, en tout cas c'est surtout les tribunaux qui l'ont défini, on n'a pas atténué cette sécurité avec l'apparition du Covid. Les textes de loi sont toujours les mêmes, et le schéma juridique est finalement déjà connu. Le texte que je viens de vous citer sur les principes généraux de prévention, il est dans le Code du travail depuis un moment, il est largement connu, et évidemment la situation est très complexe, mais le cheminement est toujours le même. Alors, dans le cas où un employeur refuserait de mettre un de ses salariés en télétravail, alors que cela est possible, que peut-il faire? Alors, le salarié, dans ce cas-là, la réponse est un peu complexe parce que ce n'est pas parce que l'employeur ne met pas en télétravail que pour autant le salarié sera en danger. Donc il ne pourrait pas, derrière, ce que je veux dire par là, utiliser juste ce fait-là pour dire qu'il peut se mettre en retrait. Il n'empêche que l'obligation, les principes généraux, c'est d'abord éviter ce risque-là et le diminuer au maximum. Et le télétravail diminue bien plus le risque que le fait de travailler dans les mêmes locaux, même à une certaine distance. Donc c'est une situation où le salarié pourrait alerter l'inspection du travail ou ses représentants du personnel pour faire remonter ça, et nous aurions les moyens de rappeler à l'employeur, d'abord par différents moyens juridiques, de son obligation et de ses différents étages, et donc c'est-à-dire la priorité au télétravail. Sur ce point-là, effectivement, le Code du travail, de mémoire c'est le L1222-11, il faudrait que je vérifie ça, mais prévoit spécifiquement la possibilité de mettre les gens en télétravail sans leur accord, d'office, en cas de circonstances exceptionnelles, et la pandémie en fait clairement partie. Donc il n'y a pas de raison en fait que l'employeur ne le fasse pas. Pour autant, pour un salarié, juste, il prendrait des risques juridiquement à se mettre en droit de retrait juste parce qu'il n'y a pas eu cette possibilité de télétravail. Donc il vaut mieux faire appel aux IRP et à l'inspection du travail. D'accord. Alors, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus, les salariés d'une entreprise qui estiment être exposés à un véritable risque de contamination, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'ils peuvent saisir l'inspection du travail? De quelle manière? Et le droit de retrait, enfin, peut-il s'exercer s'il y a effectivement des collègues à eux qui sont touchés par ce virus? Alors, là encore une fois, c'est une réponse en droit. Évidemment, tout ça, ça serait à la main des juges. Mais l'argument juridique, ça serait celui-là, c'est de dire qu'un salarié qui n'a pas été mis en télétravail, dans l'hypothèse où ça n'aurait pas été possible, où il n'y a pas de mesure de distanciation sociale, et où il n'y a pas de protection individuelle, pour le coup, si on a l'ensemble de ces éléments-là, on pourrait considérer qu'il est en danger grave imminent. Un danger grave imminent, rapidement, la définition, c'est un danger grave. Donc, la définition, c'est lié à un danger pour sa vie ou qui entraînerait une maladie grave ou un accident grave. Et l'imminent, c'est le fait que les conséquences peuvent être immédiates ou avec effet différé, type dans l'amiante, mais en tout cas que le danger n'est pas hypothétique, mais il peut s'appliquer réellement. Donc si on a tous ces éléments-là, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de télétravail, pas de distanciation sociale et qu'il n'y ait aucune protection, dans ce cas-là, on serait bien dans les éléments du DGI. Sachant que du DGI, le salarié, du DGI, du danger grave et imminent. D'accord. J'essaie de pas trop jargonner. Sachant que pour le salarié, il a le droit à l'erreur. C'est-à-dire que le texte sur le droit de retrait, c'est qu'il faut qu'il estime qu'il a un motif raisonnable de penser. C'est-à-dire qu'il estime, avec les connaissances qu'il a,
qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, qui sont liés au fait que ce ne sont pas des spécialistes, les salariés ne sont pas spécialistes de la sécurité, enfin, sauf dans certaines professions, il estime qu'il est en danger. Et à ce titre-là, quand bien même il se tromperait, il a le droit de se mettre en droit de retrait. Derrière, l'employeur pourrait lui expliquer écoute, tu as pensé que tu étais en danger, mais regarde, je t'ai donné des masques FFP2, il y a des gants, et donc tu es en sécurité par rapport à ça, tu peux reprendre le travail. Dans cette hypothèse-là, il aurait l'obligation de reprendre le travail. Mais le fait d'exercer en soi le droit de retrait ne peut pas être constitutif d'une faute et ne peut pas se voir entraîner de baisse de salaire, de retrait de salaire. En revanche, si l'employeur lui montre par A plus B, ce qui pourrait être aussi confirmé par l'inspection du travail s'il était inquiet que tout va bien, il a dans ce cas-là l'obligation de reprendre. Voilà. Donc, voilà, les salariés, ils ont le droit de se tromper dans ce cas-là. Donc, s'ils pensent être en danger, alors le mieux, c'est d'abord qu'ils essaient de s'informer auprès des représentants du personnel de l'inspection du travail. On leur donne quelques billes et qu'ils soient rassurés, parce que effectivement, des salariés peuvent penser, alors que les circonstances sont bonnes, mais inversement, il ne faut pas qu'ils hésitent s'ils pensent être en danger par rapport à ça. D'accord. Alors, une autre question, c'est que répondre à un employeur qui vous sollicite en télétravail alors qu'il vous a placé en chômage partiel? Alors, il commence à avoir quelques cas de ça. Alors, là, c'est pareil, encore, la réponse peut être nuancée, parce qu'il n'est pas interdit pour un employeur de dire, par exemple, pour une partie de ces tâches qui sont télétravaillables, je vais prendre un exemple, un artisan, enfin un salarié qui serait chargé de la conception d'une fenêtre, par exemple, de dessiner une fenêtre, et de la pose. Bon, c'est pas un cas a priori qui n'existe pas, mais bon, c'est pour illustrer. La partie de dessin industriel qui pourrait être fait de la fenêtre, de calcul de cote, etc., peut tout à fait être télétravaillé. En revanche, la pose sur un chantier ne pourrait pas l'être parce qu'il y aurait une promiscuité, parce que pour poser cette fenêtre, il faudrait être deux l'un à côté de l'autre, parce que le chantier ne permet pas d'assurer cette sécurité, etc. On pourrait très bien voir donc la première partie travaillée et la deuxième en chômage partiel. C'est quand même un élément que je voulais préciser, c'est que si les tâches sont différenciées, on peut effectivement avoir cette distinction entre une tâche télétravaillée et le reste du travail, le reste du poste du travail en chômage partiel. En revanche, là où ça pose problème, c'est quand c'est le même poste, les mêmes tâches de travail qui sont considérées à la fois en chômage partiel et en télétravail. Ça, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Effectivement, l'idée, ça serait d'informer, alors il y a toujours la confidentialité des plaintes de l'inspection du travail, d'informer l'inspection du travail du sujet, puisque tous les dossiers d'activité partielle, vu la quantité, ils ne vont pas être contrôlés en temps réel, ce n'est pas possible, mais ils feront l'objet d'un contrôle a posteriori. Dans quelles conditions et avec quels moyens, je ne sais pas. Mais du coup, ces alertes-là permettraient éventuellement d'enquêter sur ces entreprises pour, s'il s'avère qu'il y a eu, pour les mêmes tâches du télétravail, c'est-à-dire qu'on a demandé aux salariés de continuer à travailler et en même temps du chômage partiel, des demandes de remboursement de l'activité partielle, plus des pénalités, une sanction pénale, c'est le double effet. Mais la première vu le nombre de dossiers, il faut clairement qu'on ait des remontées des salariés ou des représentants du personnel parce qu'on ne pourra pas, au doigt mouillé, contrôler toutes ces sociétés-là. Voilà. Donc, il faut vraiment que les salariés n'hésitent pas à faire remonter les informations sur ces entreprises. D'accord. Les ordonnances travail, je pense notamment au temps de travail qui pourrait être allongé jusqu'à 60 heures par semaine, au travail de nuit, au repos dominical qui pourra être modifié, le temps de repos également réduit entre 2 journées de travail. Cette réforme temporaire du travail ne va-t-elle pas, selon vous, fragiliser davantage les salariés qui sont soumis déjà à de fortes tensions durant cette crise sanitaire? Alors, clairement, en termes de sécurité, c'est-à-dire que ces textes-là sont des textes, je crois que le Premier ministre l'a rappelé, il y a des taquets européens. L'Europe n'est pas non plus réputée pour être dans une démarche sociale très approfondie. Donc si même en Europe on a mis des taquets, notamment sur le droit au repos, c'est pour des raisons, c'est-à-dire qu'à la fois
On sait très bien, à l'inspection du travail, on le voit très bien, que quand les salariés sont fatigués, c'est là que l'accident du travail arrive. Vous avez une recrudescence d'accidents du travail au mois de juillet. Pourquoi juillet? Dans les chantiers bâtiments. Pourquoi juillet? Parce qu'en général, les chantiers où les salariés partent en août, et que c'est vraiment le dernier moment où là, on a une multiplication des accidents, on le voit chaque année. Donc, c'est quelque chose de très documenté depuis très longtemps. On le sait que les salariés doivent se reposer, et notamment pour éviter l'accident du travail. Donc, c'est prendre effectivement un risque à considérer pour des salariés qui sont déjà sursollicités. Ça risque d'être sur une grande période parce que si reprise économique il y a, ça veut dire quand même une organisation très longue, et je crois que les ordonnances sont valables jusqu'au 31 décembre 2020. Donc ça veut dire qu'on s'orienterait vers 6 mois de travail à 10 heures par jour. Je ne le souhaite à personne. Je suis aussi un peu dubitatif sur l'organisation des entreprises, puisque faire tourner des entreprises à plein régime pendant 60 jours, c'est-à-dire qu'il faut que toute la chaîne logistique suive. Les chauffeurs routiers, on ne va pas les faire conduire, là aussi ça pourrait être un danger d'ailleurs, on ne va pas les faire conduire 24 heures sur 24. La structure de l'entreprise n'est peut-être pas non plus adaptée à ce type de process. Donc l'intérêt, à mon avis, est limité, et c'est un peu idéologique, en l'occurrence, d'ouvrir les vannes pour améliorer l'offre pour les entreprises. Ce qui, moi, à mon sens, pose problème. Et le problème principal est la sécurité et la santé des salariés, qui auront déjà été sursollicités. Alors, vous, personnellement, comment interprétez-vous ce message que beaucoup pensent contradictoire, qui est de rester chez soi et de tout faire pour maintenir l'activité des entreprises? Ben, on le voit, nous, dans notre ministère, c'est d'une incohérence sans nom. Ça n'a pas de sens. Quelle serait la logique dans une situation comme la nôtre? C'est de dire, puisqu'il faut être confiné, on voit bien, enfin, l'expérience mondiale a montré que malheureusement, nous n'avons pas de masque en plus. Donc le confinement est la seule arme que nous avons. C'est pas moi qui le dis, c'est le médecin. Donc l'idée, c'est de confiner un maximum de personnes. De toute façon, l'entreprise et l'organisation le système économique est tellement désorganisé qu'il a énormément de mal à fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? C'est on confine tout le monde et on garde les missions essentielles pour que la société puisse continuer à manger et à avoir l'électricité, enfin un certain nombre de tâches, de missions essentielles qui sont assez faciles à définir. Pour ces tâches-là uniquement, on assure le contrôle des conditions de travail des salariés pour s'assurer qu'ils puissent les faire dans les bonnes conditions, et tout le monde chez soi. Là, on arrive à des situations où on dit, alors l'exemple du BTP est flagrant, on leur dit allez travailler. Mais d'ailleurs, si la CAPEB et la FFB, qui sont les représentants des employeurs du BTP, ont indiqué qu'ils n'y arrivaient pas, ce n'est pas juste pour avoir accès au chômage partiel et faire une pression sur le ministère. Concrètement, c'est très compliqué. Je vous prends le schéma. Vous partez, en général, les entreprises, les salariés partent soit de chez eux, ou soit de l'atelier ou du dépôt. Donc ils prennent une camionnette en commun. Donc déjà, comment on gère? La ministre a indiqué ils n'ont qu'à prendre 3 camionnettes. Peut-être qu'elle ne le sait pas, mais c'est que les entreprises de petite taille n'ont pas 3 camionnettes. Si elles n'en ont qu'une, c'est parce que, en général, elles n'ont pas les moyens d'en avoir 4, ou n'en ont pas l'utilité. Donc, premier élément, on arrive sur un chantier. Un chantier, ce sont des Algeco pour manger, ce sont des toilettes, etc., qui en temps normal ne sont pas dans des états de propreté hallucinantes. Là, on va créer encore une promiscuité. Les tâches en elles-mêmes, comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, poser une fenêtre, à un moment ou à un autre, c'est la manutention manuelle. On ne peut pas tout distancier. Ça se fait à 2, ça se fait à proximité. L'échange d'outils. L'échange d'outils. Couler un voile en béton. Un voile en béton, vous mettez une banche et vous avez des salariés qui vont guider l'arrivée de béton, et ils sont forcément 2. Vous en avez un qui va mettre le vibreur pour vibrer le béton, il va être à proximité de celui qui vient de le couler. Les situations de proximité sont très très nombreuses, et ça devient une gestion, c'est ingérable. Et effectivement, les entreprises, à un moment, le plus simple, enfin c'est même pas le plus simple, c'est le plus évident, et en respectant la réglementation, c'est de ne pas faire ces tâches-là.
Donc ça limite forcément le jeu. Donc inciter les entreprises à continuer à travailler et dire aux gens de rester, on voit bien qu'on est vraiment dans un message uniquement politique. Juridiquement, il n'a aucune base. Et techniquement, dans la réalité, il n'est pas applicable. D'accord. Alors, une dernière question. Avez-vous reçu des consignes de la part de votre ministère sur l'attitude que l'inspection du travail doit adopter vis-à-vis des employeurs? Alors, vis-à-vis des employeurs, il n'y a pas eu de consigne écrite spécifique. On est nos tâches forcément du fait du confinement, on peut aller moins en contrôle, donc on est dans une des tâches d'information. Là où on a eu des instructions, c'est d'éviter à tout prix de sortir, mais avec des arguments un peu fallacieux. Lorsque, par exemple, sur des droits d'alerte, il faut bien qu'on constate des situations qui montrent que la distanciation sociale ne peut pas être menée. Si on demande aux entreprises, comme il nous a été donné dans l'instruction, de nous fournir des photos, de nous montrer comment c'est organisé chez eux, il y a quand même de fortes chances qu'on ait des locaux nickel, avec 3 salariés dans un local de 100 mètres carrés. Donc si on veut vraiment exercer nos métiers, il faut qu'on aille sur place. Donc là-dessus, on a eu des instructions qui effectivement limitent, et à notre sens contraire à la Convention internationale de l'OIT, qui limitent nos mouvements. On a dans certains départements des responsables d'unités départementales qui ont dit « je te donne l'autorisation de sortie, mais tu me dis où tu vas et pourquoi tu y vas ». Donc on a vraiment des contraintes par rapport à ça. Bon, très récemment, il a été rappelé qu'on pouvait intervenir pour notamment les métiers de bouche et tout ce qui est commerce alimentaire, pour intervenir s'il y avait des soucis. Mais la première consigne, c'est surtout on débranche l'inspection du travail. Vous restez chez vous, vous répondez aux questions, vous n'allez pas trop voir ce qui se passe. C'est quand même un peu le message qui est fait, notamment par l'instruction du DGT. Et on a des collègues qui se sont fait remonter les bretelles parce qu'ils avaient envoyé une lettre collective d'information qui ne va rappeler que ce que j'ai indiqué tout à l'heure, les principes généraux de prévention, par exemple, en rappelant à toutes les entreprises les principes généraux de prévention, ce qui est un geste de contrôle basique, d'information, qui ne pose pas de problème en temps normal, mais qui là a été reproché aux collègues. Donc voilà, peut-être en ayant en tête qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'idée soit à l'entreprise d'arrêter son activité en se rendant compte qu'elle n'y arrivera pas, soit que les salariés savent qu'il y a peut-être des soucis et qu'eux-mêmes, du coup, se mettent en droit de retrait. Donc il y a une volonté vraiment idéologique de vouloir continuer l'activité à tout prix et nous, de nous débrancher un petit peu. Pour information, je lisais un article au Luxembourg, donc, qui n'est pas réputé pour être un État, somme toute, social, mais version basse, quoi. L'inspection du travail exerce ses contrôles, sans problème, depuis le début fait les missions que je vous ai indiquées, d'information des employeurs, des salariés, va contrôler les conditions de travail. Alors j'espère qu'ils sont équipés de masques, hein, parce qu'on ne va pas non plus, comme la police le demande, comme un certain nombre de corps d'État de contrôle doivent l'avoir, effectivement qu'on se protège, hein. L'idée c'est pas non plus d'exposer les autres salariés puisqu'on pourrait être porteur ou de s'exposer. Mais en tout cas, il serait important que s'il y a une continuité d'activité économique, aux missions essentielles, nous on préférerait, mais en tout cas, si elle y est, qu'en face, on ait une possibilité de contrôler les conditions de travail de cette activité économique. Donc clairement, non, il y a une pression et il y a des tensions très fortes avec notre ministère et notre hiérarchie sur ce sujet. Okay. Merci Camille Plancheneau. Je vous en prie, bonne journée. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Au revoir. Au revoir.